Namaste, bienvenue au Tantra Evolution. Je suis Chaco. Je souhaiterais vous proposer une série de vidéos avec différents enseignants et pratiquants du Tantra en France et à l'étranger. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma première invitée de cette série de vidéos en français. Donc, elle est enseignante du Tantra et du Yoga depuis 2012. Elle a eu l'occasion de vivre pendant 5 ans en Thaïlande, totalement intégrée dans une école tantrique, où elle a découvert les enseignements et les pratiques tantriques, yogiques, taoïstes et la méditation et aussi la danse dévotionnelle des temples indiens. Depuis, elle partage ses connaissances partout dans le monde. Maintenant, de retour en Europe, elle propose des stages en France et en Espagne. Elle a également créé une collection de vêtements féminins. Je vous présente Ishwari. Bienvenue Ishwari pour cette première entretien. Donc, merci Chaco. Merci. Donc, où es-tu basé actuellement? Enfin, là, en ce moment, je suis en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan, donc là où j'ai habité pendant plusieurs années. C'est un petit peu à cause de ce qui se passe dans le monde ces temps-ci, mais normalement, je devais être en Europe, sur Ibiza. Donc, je suis plus basée sur Ibiza, normalement. Mais là, je me suis Donc, tu fais une partie de ta vie dans l'année en France, en Ibiza, et aussi en Thaïlande, c'est comme ça que tu partages? Ouais, en général, plus une bonne partie de l'année maintenant, plus en Europe, donc basée à Ibiza, et donc je reviens toujours assez régulièrement en France pour des ateliers. Et donc, je passe plus l'hiver entre la Thaïlande et l'Inde pendant quelques mois. Donc, Espagne, France, l'Inde, Thaïlande. C'est ça. Wow. C'est un beau voyage. Ça fait rêver des gens, je pense. Hein? L'hiver dans le pays chaud et le printemps été en Europe. Est-ce que c'était ton rêve, une vie comme ça, ou ça t'est arrivé au fur et à mesure? Disons, avant mes 20 ans, non, je ne pensais pas forcément à ça. Mais après ça, j'ai toujours eu une vie un petit peu où je vagabondais, où je voyageais quand même beaucoup. Je faisais des saisons en Europe, donc en France. À ce moment-là, j'habitais plus en France. Et à chaque fois, après, je partais en voyage, quoi. Donc j'ai toujours un petit peu eu ce côté-là. Mais pour moi, là, honnêtement, ça me fait... Tous les gens pensent que je voyage. Mais pour moi, c'est pas vraiment un voyage. Pour moi, j'habite dans ces endroits-là. Je ne fais pas pour du tourisme et pour voyager, quoi. Donc, j'habite ici. Est-ce que ça te fait, par exemple, de passer quelques mois dans l'année, par exemple à Ibiza ou à Copenhague ou en Inde? Qu'est-ce que ça te fait sur ton schéma spirituel et évolution personnelle? Pour moi, spécialement la Thaïlande et l'Inde, je viens ici parce que j'ai genre une communauté, j'ai des amis ici qui sont vraiment spéciaux, je vais dire. Et donc, il y a une connexion très forte avec eux à cause de l'aspect spirituel. Il y a une école, en fait, tantrique qui est basée ici en Thaïlande, où donc je suis restée ici et donc j'ai appris tout ce qui est relié au tantra dans cette école-là. Et c'est à cause de ça, en fait, ou grâce à ça que j'ai habité ici en Thaïlande pendant 5 ans. Sans cette école-là, je pense pas... Enfin, même si c'est une île paradisiaque là où je suis, je ne pense pas que j'y serais restée. Mais c'est juste à cause des enseignements que j'ai reçus. Et que, donc pour moi, être ici, c'est pas les vacances en fait, comme la plupart du temps, les gens peuvent le penser. Mais justement, c'est, allez, je vais travailler sur moi, j'ai encore des choses à apprendre. Et c'est aller rechercher un petit peu toutes ces choses qui me font bouger, oui, tout ce qui me motive dans la vie. Donc, pour moi, être en Thaïlande et être en Inde, c'est beaucoup de travail personnel, beaucoup de développement personnel qui se fait spécialement à ce moment-là. Et être en Europe, bon, c'est là où je partage et c'est là où j'enseigne le plus.
Et aussi, c'est savoir un moment c'est pour moi le moment de refléter un petit peu tout ce que j'ai appris. Donc en Asie, je le ramène dans mon monde un petit peu plus normal, on va dire, et est-ce que je suis capable d'intégrer ça dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc c'est important, les deux parties sont importantes pour moi. Donc, les vies spirituelles et les vies quotidiennes, c'est ça? Et intégrer les deux? Bah, le but, ce serait de réussir à les mettre tous les deux ensemble et que ce soit tout le temps ensemble. Oui, Euh, et donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire, quoi. oui. Et Donc, ici, j'ai une question. Oui, mhm. allez-y. Vas-y, vas-y. Mais disons qu'ici, en Thaïlande et en Inde, j'ai mes profs, j'ai mes enseignants, j'ai mes gourous qui sont là. Donc, c'est pour ça que je viens chercher les enseignements et l'aspiration ici. Et ensuite, j'essaye de ramener ça en Europe, quoi. Donc, j'avais une question que j'avais gardée pour tout à l'heure, mais cette question, c'était vraiment, est-ce que nous, on a besoin d'aller dans une école tantrique, passer beaucoup de temps, ou est-ce qu'en restant, par exemple, en France ou dans une ville en France, est-ce qu'on peut intégrer l'enseignement tantrique et pratiquer ça? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Ah oui, c'est totalement possible de commencer à pratiquer le tantra, même si vous êtes tout seul en France, chez vous. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément si on arrive à avoir le support d'une école, d'un gourou, une transmission directe. Pour moi, ça joue un rôle super important au niveau de la vitesse d'évolution, on va dire. Euh, de personne à personne. Et même traditionnellement, en fait, les enseignements tantriques étaient faits comme ça, à une méthode orale de gourou à étudiant. C'est ce qu'on appelle le guru Shisham Paramparam. Et donc ça a été de plus en plus perdu avec le temps, mais pour moi, c'était la méthode d'origine. Et j'ai pu expérimenter un petit peu les deux moi-même, donc en étant dans une école ici et après en essayant euh, et en étant toute seule aussi plus en Europe. Euh, et c'est beaucoup plus dur quand on est tout seul en Europe. Oui, on a des livres, c'est très bien des coups de bouquin, et ça peut nous apporter énormément, mais ça ne transmettra pas autant qu'une personne directement là en face de vous qui vous transmet ces techniques, ces pratiques, ces enseignements, quoi. Donc c'est possible, mais plus long, probablement plus dur. Euh, donc oui, ça dépend de ce que vous voulez. Ce que vous pouvez aussi. Donc, on peut faire de temps en temps un petit séjour dans une école comme ça et revenir, Mhm. intégrer ça dans notre vie. Oui. Alors, j'étais un peu surpris au début quand je t'ai rencontré par ton prénom. Euh, Ok. pour moi, il y a un sens Mhm. par rapport à mes origines en Inde. Donc, Ishwari, ton prénom, c'est assez exotique, hein. Très exotique pour une Française. Donc, est-ce que tu peux C'est nous sûr. un peu parler de ce prénom et qu'est-ce que ça te signifie, l'origine de ça? Ok. Alors, c'est pas le prénom que mes parents m'ont donné, c'est sûr. Donc ça, c'est par contre le prénom que mon gourou, mon prof, mon enseignant m'a donné. Donc c'était après plusieurs années donc dans cette école en Thaïlande où j'étais dans ce procès assez profond de transformation. Il y avait des choses qui vraiment commençaient à changer à l'intérieur de moi. Et pour m'aider en fait, dans ce processus d'évolution, euh, il y avait comme c'est pas un atelier ou un genre de rituel qui nous était proposé, comme un rite de passage. Et donc à ce moment-là, si on voulait, si on se sentait appelé, on pouvait demander un autre nom à notre gourou. Et donc j'ai demandé un autre nom. Donc pour moi, c'était d'avoir le soutien de cette personne toujours sur moi et puis donc que ça m'aide aussi à aller dans mon évolution un peu plus profondément, plus rapidement même encore. Et donc il m'a donné le nom Ishvari. Donc c'est sûr, c'est un mot sanskrit
et qui signifie plus simplement possible, ça veut dire déesse. Donc, ce n'est pas une déesse spécialement spécifique, c'est plus déesse en général. Ou sinon, des fois, ça a été, d'après ce que j'ai vu dans certains textes, c'est plus relié à la déesse du cœur aussi, s'il y a une spécificité. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu ce nom. Et ouais, c'est toujours un procédé de pouvoir intégrer ce nom à l'intérieur de moi et d'être digne de le porter. C'est toujours, c'est un bon rappel, en fait, pour moi, à chaque fois. Voilà. Et comment tes parents, et quand ils ont su que tu as une autre nom, prénom spirituel, comment ils ont vécu cette transition, transformation en toi? Tes parents et Pour eux, ta famille autour. ouais. Pour eux, je suis toujours leur petite fille, donc ils m'appellent toujours Mélanie. Ils savent que j'ai un autre prénom, mais je ne force pas à dire non, à partir de maintenant, vous allez m'appeler Ishwari. Donc, c'est tout, c'est juste comme ça. Faut accepter aussi. Il y a différentes personnes, différentes traditions. C'est tout. Okay. Pour toi, comme tu es enseignante de Tantra, pour toi, qu'est-ce que c'est le Tantra? Parce que c'est un sujet très vaste et j'aimerais Et... savoir ton essence à ça. C'est parce que c'est vrai que le tantra de nos jours, c'est assez mal compris. Et donc pour moi aussi, quand j'ai commencé à être intéressée au tantra, j'étais intéressée par le côté sexuel, en fait. Parce que j'avais entendu j'avais juste entendu parler du tantra sous cette forme-là, quoi. Et bon, en même temps, je peux expliquer un peu comment je suis arrivée là. Euh, et donc il y a quelques années, donc c'est sûr, je me sentais je me sentais ouverte sexuellement, pas de problème, j'avais beaucoup de relations, j'étais capable d'avoir des orgasmes et tout ça, mais il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de moi qui sentait que c'était pas tout, que malgré ce que je ressens qui est génial, il doit y avoir quelque chose par derrière d'un petit peu plus profond et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, quoi. Donc à ce moment-là, quand je commence à me poser certaines questions, j'ai rencontré des copines qui ont fait partie d'une école de tantra et donc qui ont commencé à me dire ah bah tu devrais aller explorer ça. Donc c'est comme ça que j'étais attirée par le tantra, par ce côté sexuel un petit peu plus conscient. Je me souviens encore de la description que ma copine me disait parce que au bout d'un moment, j'arrivais toujours pas à comprendre ce que c'était que le tantra. Donc, la phrase qu'elle m'a dit, c'est comme si tu faisais l'amour avec Dieu. Donc, pour moi, qui était encore super athée à ce moment-là, donc je dis, wow, ça c'est un peu trop pour moi. Faire l'amour avec Dieu, ça me va pas du tout. Je suis contre tout ça, contre toutes ces idées. Mais bon, ça m'intriguait quand même. Donc, j'y suis allée juste pour voir un petit peu. Et donc, j'ai commencé dans le monde du tantra à cause de ça, donc, attirée par ce côté sexualité un peu plus en conscience. Et après avoir fait mon premier atelier, donc ici en Thaïlande, et ben là, je me suis rendu compte qu'en fait, le tantra, oui, ça inclut ça, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. La partie sexuelle, c'est rien du tout, en fait. C'est peut-être juste 5% de ce que le tantra représente. Et c'est ce que les gens se concentrent le plus dessus de nos jours. Donc, pour moi, le tantra, c'est c'est une voie spirituelle qui est là pour nous aider à nous faire évoluer. Dans le fond, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous, on veut tous atteindre le bonheur. On veut tous être heureux, je pense. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de nous, on est tous à la recherche du bonheur, quoi. Et donc, le tantra, c'est une des voies possibles à utiliser et expérimenter pour atteindre
ce bonheur, cet éveil spirituel, éveil de la conscience, élever le niveau de conscience, quoi. Donc, il y a plein de différentes voies possibles. Et il y a un dicton qui dit, comment on dit déjà en français, il y a autant de voix que de moines, ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir des centaines de moines, des centaines de voix différentes. Il peut y avoir une voix différente pour chaque personne. Donc, et là, le tantra, c'est une qui devient de plus en plus connue. Et donc, pour aider au final à être, à être heureux, quoi, dans le fond. C'est ça. Et à se libérer. Ok. Et comment tu vois Tantra comme un schéma spirituel pour le 21e siècle? Non? Est-ce que tu vois que ça peut être vraiment une voie? Oui, oui, oui. Et ça, je trouve que c'est justement la voie du du moment. Même dans les textes, même certains grands masters indiens, mystiques indiens, disaient que la voie d'évolution spirituelle de nos jours, ça doit être par la voie tantrique. Parce on est tous très distraits par tout ce qui se passe dans le monde, par toute cette énergie, tout ce qu'on appelle Shakti dans le monde du Tantra, quoi. Donc ça, on veut inclure, dans le monde du Tantra, on inclut tout. C'est une voie assez inclusive. Non, je ne sais même pas si c'est français, ça. C'est peut-être. C'est bon en anglais, mais je pense qu'on Ça peut. incorpore tout, en fait. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de... l'opposé de la voie tantrique, on va dire, c'est la voie ascétique, qui est plus sèche. Et donc, dans ces cas-là, ça ressemble plus... Bon, par exemple, là, je prends l'exemple des moines bouddhistes ici en Thaïlande, parce que c'est plus bouddhiste. Donc, tu es un moine, tu vis dans un temple, tu vis tout seul. Après midi, il n'y a pas le droit de manger, il n'y a pas de relation intime, sexuelle avec qui que ce soit. Donc, et tu passes ton temps à méditer, quoi. Principalement. En gros, c'est l'image. Donc, c'est très bien. C'est une voie aussi valable qui va nous permettre aussi d'atteindre le même but que la voie tantrique, donc d'élever le niveau de conscience, d'atteindre des niveaux d'éveil. Mais la voie tantrique, au contraire de la voie plus ascétique, elle est là pour se dire, ok, bon, on vit dans un monde où il y a plein de choses autour de nous, où il y a toute cette énergie, et on veut utiliser cette énergie-là, donc on veut utiliser Shakti. Donc dans la voie ascétique, on voit le côté Shakti féminin comme quelque chose de négatif, comme un peu les démons. Et donc dans la voie tantrique, on voit ça comme une opportunité de travailler sur nous, et donc d'utiliser cette énergie pour atteindre le but ultime du tantra, quoi, donc la libération, moksha. Et donc à cause de ça, de nos jours, il y a très peu de gens qui sont capables d'aller... donc si ils suivent la voie ascétique, ça veut dire principalement peut-être aller dans un de ces monastères, par exemple en Thaïlande, ou aller dans l'Himalaya, dans une grotte, et puis s'enfermer là-bas pendant plusieurs années et à pas manger, quoi. Donc, qui, de nos jours, est capable de faire ça? On n'arrive plus à faire ça. Peut-être qu'il y a des centaines d'années, c'était dans le fond plus facile. Mais maintenant, avec la vie qu'on a, avec notre société et tout ça, c'est beaucoup moins facile. Et la chose avec le tantra, c'est que c'est une voie faite pour tout le monde. Pour les gens qui ont une famille, qui ont une maison, qui ont un travail, c'est justement une voie faite pour ces gens-là. Il n'y a pas besoin d'être prêtre ou brahmine pour la caste indienne, d'une caste élevée, pour pratiquer le tantra. C'est justement fait pour les gens comme nous, avec une vie normale, quoi. Avec des enfants, un travail, une famille, on doit aller travailler, quoi. Donc, c'est justement adapté à ça. Donc oui, je pense que c'est une des voies que tout le monde pourrait bénéficier.
Voilà, toi, tu utilises beaucoup ce mot Shakti pour l'énergie. Ouais. Quel est le rôle de cette énergie? Est-ce que c'est la même énergie qu'on appelle l'énergie sexuelle ou c'est autre chose? Donc, dans le tantra, on utilise beaucoup cette énergie sexuelle. Est-ce que tu peux clarifier ça, s'il te plaît? Alors, dans le tantra, il y a deux sortes de classifications. Donc, il y a Shiva et Shakti. Shiva, c'est le côté plus masculin, la conscience, le droit. Et Shakti, donc ça représente le côté féminin et tout ce qui est énergie, tout ce qui est mouvement et dynamisme un petit peu. Et donc, ça englobe énormément de choses sous ce nom de Shakti. Il y a des milliers de choses qui sont incluses dedans, quoi. Donc, l'énergie sexuelle, elle est là. Toutes les différentes sortes d'énergie, c'est compris dans Shakti, en fait. Donc, ça peut être un peu confus, difficile à comprendre au départ, facile de se perdre. Donc, oui, il y a plein de choses. Il y a Shakti Kundalini, enfin, il y a plein de choses. Ok, et donc quel est le rôle de l'énergie sexuelle dans le tantra alors? Alors, vu que le tantra, c'est une voie qui inclut tout, donc tout ce qui se passe de nos jours. Donc, ça peut être, on peut même manger, ça peut être une pratique tantrique, par exemple. Et donc, ça inclut forcément la sexualité, parce que la sexualité, c'est une des choses les plus naturelles qui se passent. Comment est-ce qu'on est venu au monde? C'est grâce au sexe. Donc, forcément, la sexualité est comprise, est inclus dans les enseignements tantriques. Donc, je ne sais pas à quel point tu veux que j'aille en parler là. Non, parce que comme tu as dit que tu étais attiré par vers le tantra à travers la sexualité, et aussi beaucoup de personnes font ce lien, le rapport entre le tantra et les partous ou le sexe et tout ça. Donc, est-ce que tu peux clarifier comment, comme c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et il y a beaucoup de malentendus autour de ça, j'aimerais bien que tu prennes un peu de temps pour expliquer comment on peut utiliser cet acte sexuel pour atteindre l'éveil ou au niveau du cœur ou comme une voie spirituelle. Voilà. Ouais. Alors, dans le tantra moderne, on va dire, donc on a plus cet aspect de sexualité en conscience qui est là. Donc, on utilise des éléments tantriques pour amener un peu plus de conscience dans notre sexualité. Parce que dans le fond, pourquoi c'est important aussi? Donc, parce que c'est déjà l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus prédominantes dans notre corps. C'est toujours là. Et en fait, on est toujours un peu sous cette influence de cette énergie. Et très souvent, en fait, on n'arrive pas à je ne veux pas dire la contrôler, mais c'est plutôt cette énergie-là qui nous contrôle, plutôt que nous qui contrôlons cette énergie. Et donc, amener un peu plus de conscience là-dessus, parce que du coup, on veut continuer à jouer avec ces énergies et peut-être changer notre approche pour ça. Et donc, pourquoi? Parce que avoir cette quantité d'énergie présente à l'intérieur de nous, qui en fait, la manière dont on fait on pratique le sexe normal, on va dire, on perd toute cette énergie-là. On la perd. Donc, c'est dommage dans le fond, parce que tout ce qu'on devrait faire, ce serait, oui, jouer avec cette énergie sexuelle, donc qui est plus ancrée au niveau du deuxième chakra, Svadhisthana, mais plutôt que de l'expulser et de la perdre bêtement, on peut la cultiver et on peut la sublimer, donc l'amener plus vers le haut, donc suivant la colonne vertébrale, remonter le long des chakras, que le système des chakras, ça vient des enseignements tantriques. Et donc, l'amener du coup vers le haut, donc essayer d'atteindre Sahasrara, le dernier des chakras, qui est la connexion avec le divin. Et donc, dans ces cas-là, utiliser la sexualité et l'acte sexuel comme étant un acte de libération.
d'exploration et de connexion avec le divin. C'est pour ça que c'est super important, parce que cette énergie-là, elle est toujours présente à l'intérieur de nous. Des fois, elle est un peu plus dormante, mais c'est probablement une des énergies qui est presque inépuisable, enfin, ouais, presque inépuisable, on va dire. Donc, qui est très facile à éveiller et à avoir accès, on va dire. Donc, c'est pour ça, utiliser cette énergie et l'amener donc vers le haut, faire cette sublimation ou la transmutation de l'énergie, ça va aider dans les buts spirituels à atteindre des niveaux de conscience plus élevés dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices de ça? Par exemple, moi, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas être éveillé ou atteindre le but spirituel, il y a d'autres choses qui peuvent être là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que j'avoue qu'aussi, moi, mon but à la base, c'était pas de devenir une personne éveillée. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire et ça peut faire peur aussi. Oui. Donc, c'est bien que tu mentionnes ça. Donc, pour moi, à la base, je voulais juste être heureuse, je voulais juste arrêter de me prendre la tête pour des petites choses et puis juste vivre ma vie simplement dans mon corps, être une meilleure personne et être heureuse, quoi. Et donc, à force d'aller dans cette voie-là, donc dans l'exploration un peu plus sexuelle consciente, et donc après d'aller un peu plus profond dans le niveau du tantra, je me suis rendu compte que il y a plusieurs choses là-dedans. Mais si je voulais être heureuse, ça voulait dire essayer de reconnecter le plus profondément avec qui je suis à l'intérieur et pas arrêter de me cacher la face, arrêter de mettre des masques et pour me cacher derrière quelque chose et juste être moi et être libérée, quoi. Et donc pour moi, ça, ces pratiques sexuelles-là, ça aide à me libérer. Il y a autres pratiques aussi, mais ça pour moi, c'était un très gros élément déclencheur, spécialement dans notre commune, dans notre société, où le sexe est à la fois très présent, mais en même temps super tabou. On n'est pas censé en parler, où on en parle, mais en fait, il n'y a pas non plus d'éducation sexuelle. Enfin, c'est tellement caché ou sous-entendu, ou c'est à travers les films porno. Enfin, du coup, il y a plein de choses qui sont perdues naturellement là-dedans, quoi. Donc pour moi, travailler sur quelque chose qui est tabou, qui est pas naturel, enfin, qui est naturel, mais qui n'est pas intégré à l'intérieur d'une. Il y a encore beaucoup de honte à juste ressentir même cette énergie sexuelle, à voir cette énergie sexuelle, de honte et d'envie en même temps. Donc ça ne va pas. Pour moi, il faut essayer d'intégrer un peu toute cette énergie à l'intérieur de nous. Et grâce à ça, ça va nous faire sentir plus en paix. Tant qu'on n'est pas en paix avec ce qu'on voit autour, tant qu'on juge des gens ou quelque chose comme ça, je ne vais pas pouvoir être en paix avec moi-même, quoi. Donc c'est pour ça, travailler sur ces différents niveaux, ça va m'amener là. Et donc, être une personne plus ouverte et heureuse au final. Donc, tu penses qu'il y a vraiment un besoin d'une éducation sexuelle, pas que Oui. d'anatomie, mais au-delà de ça. Oui, je pense qu'il y a un très très grand besoin d'éducation sexuelle. C'est totalement à refaire, quoi. Et donc, justement, grâce au tantra un petit peu plus moderne et au tantra qui est un peu plus présent de nos jours, au moins si ça peut aider là-dessus, ça serait bien, ouais. Mais toi, tu utilises beaucoup le tantra moderne, donc est-ce qu'il est ancien, classique, donc est-ce que tu peux parler de cette différence? Est-ce s'il y a quelque chose comme ça? Plus clair pour les gens. Alors, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille expliquer un petit peu genre, les origines du tantra pour... Ok. Donc le tantra, c'est une voie spirituelle qui a commencé il y a très 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 longtemps et on ne sait pas encore, enfin on ne sait pas exactement quand ça a commencé.
On va dire c'est très très vieux et comme je disais auparavant, c'était une tradition comme en Inde, donc c'est une tradition qui vient de l'Inde et la plupart des enseignements étaient transmis oralement du gourou à l'élève, quoi. Donc il n'y avait rien d'écrit. Donc il n'y a pas de texte. Le texte plus ancien qu'on a de nos jours, on a retrouvé, ça date du 5e siècle. On pense que c'est beaucoup plus vieux que ça, parce qu'avant c'était transmis oralement. Et après, il y a aussi eu toutes les invasions anglaises et mongoles en Inde qui ont détruit pas mal de choses et pas mal de ressources. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de dire exactement quand est-ce que ça a commencé. Mais on peut dire que la période d'or du Tantra, c'était entre le 7e et le 11e siècle en Inde, où là, il y a eu un éclat du Tantra. Et donc, à ce moment-là, comment je pourrais expliquer ça? Donc, il y a eu un grand master, un grand nom du Tantra qui s'appelait Abhinavagupta. C'est une des références dans ce monde. Et donc, tout ça, c'était... donc, il y avait certaines écoles qui incluaient des pratiques sexuelles et c'était donc des voies pour des gens comme tout le monde. En Inde, à ce moment-là, il y avait encore le système des castes. Donc, là, c'était... cette voie-là était là pour faire mal un petit peu, pour être le miroir et pour dire hey, regardez, nous, on sait qu'il y a le système des castes, et en gros, on n'en a rien à foutre. On est là pour montrer qu'il y a autre chose de différent. Normalement, le sexe, c'est mal, et bien là, nous, on va travailler ça. Manger de la viande ou quelque chose comme ça. Donc, utiliser par exemple de l'alcool ou genre du vin ou de la viande pour certains rituels aussi. Donc, il y avait tout ça pour essayer de contredire un petit peu la société, pour marquer la société, pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe aussi. Enfin, il y avait cet aspect-là. Et donc, c'était ouvert à tout le monde, mais c'était assez secret, quoi, on va dire. Et au fur et à mesure, bon, ça s'est perdu à cause des invasions, et c'est revenu, je me semble, vers plus le 18e siècle, où là, il y avait un côté plus mystique et connecté avec la magie noire, un petit peu plus. Et donc, même en Inde, ces temps-ci, apparemment, dès que tu dis tantra, il y en a encore certains qui pensent que c'est la magie noire. Donc, c'était un petit peu plus connecté à ces siddhis. Les siddhis, c'est les pouvoirs paranormaux aussi. C'était un petit peu connecté à tout ça. Et ensuite, il y a eu Osho Rajneesh, donc, qui est le grand master aussi en Inde, donc, que tu connais, que tu suis. Tu suis ses enseignements, Chaco. Donc, qui lui a fait un mix de temps classique et a mélangé ça avec un petit peu de psychologie moderne, sur la psychologie moderne de l'Ouest. Donc, ça crée le néo-tantra. Et donc, là maintenant, de nos jours, ce qu'on appelle le tantra classique, c'est plus des lignées par exemple, des lignées qui travaillent avec les Mahavidya, par exemple, ou les goddesses tantriques. Donc, dans ces cas-là, parce que c'est pareil, vu que le tantra, en fait, c'est une voie qui inclut donc le féminin, parce qu'il y a très peu de voies spirituelles qui incluent ce côté féminin et qui le voient comme quelque chose de positif. Donc, il y a beaucoup de travail sur les déesses tantriques aussi. Donc, le Sri Vidya tradition, ça peut être une lignée, donc on appelle ça plus la lignée tantrique. Néo-tantra, on va dire, c'est plus des enseignements de Osho. Le tantra moderne, c'est aussi plus sexualité en conscience et tout ça, on va dire. Mais après ça va dépendre. Ça va dépendre des gens. Si vous parlez à quelqu'un d'autre qui va avoir une autre manière d'amener les choses, il n'y a rien qui est fixe. Il n'y a rien qui est fixe. C'est encore un petit peu... on est tous en train encore de voir comment on peut amener tout ça. Peut-être qu'un jour,
on va classifier, ok, de nos jours, le tantra, il y a ça, ça et ça et ça, et on va faire une classification propre, on va dire. Mais jusqu'à présent, c'est chacun avec ses interprétations et ses croyances, quoi, dans ces cas-là. Donc voilà. Ok, donc c'est assez complexe par rapport à différentes époques, les traditions qui ont été ajoutées. Donc, on peut dire que Tantra, c'est quelque chose qui est très large et chacun peut trouver sa, sa propre vision dedans ou il faut avoir, par exemple, un texte sacré et tout doit découler de ça. Comment tu vois ça? Parce qu'il y a beaucoup de débats, par exemple, moi j'ai eu des débats avec des Indiens en Inde sur ça, Ouais. parce que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, hein, donc au Kerala, donc c'est pas, j'ai pas du tout, je ne peux pas dire que j'ai une lignée dans ma famille, je ne sais pas, mes ancêtres, je ne sais pas peut-être, parce qu'à un moment ils ont été convertis. Donc, dès que je parle, si je parle avec des gens qui ont des lignées de Brahmin, ils vont dire, mais toi, tu n'as pas de lignée par rapport à ça. Mais pour moi, le tantra, c'est une rébellion totale. Et c'est où, quand j'ai rencontré Osho sur mon chemin, lui, il parle de cette rébellion intérieure. Et ça permet de découvrir qui tu es, qui on est. Donc, moi, je vois ça comme une rébellion de tout ce système social qui existait en Inde par rapport à les castes, ça peut être les lions, ça peut être les sexes, ça peut être tout. Encore aujourd'hui, ça existe. Donc, encore aujourd'hui, on entend ce débat. Moi, je ne propose pas des tantras sexe. Je propose que l'astrologie, comme tu disais, les déesses tantriques, le Srividya, Mahavidya. Donc, pour toi, comment tu vois, en tant que pratiquant qui a vécu dans une école tantrique, qui est sur le chemin de sexualité consciente, qui a aussi enseignant de yoga, est-ce que pour toi, il y a un besoin d'avoir un livre sacré qui dit, voilà, ça doit être comme ça et on doit suivre, ou ça doit être quelque chose comme un organisme de métamorphose, on dit ça en français, je pense, métamorphose, change comme une évolution. Comment tu vois? Merci. Alors, c'est une bonne question. C'est une question que je me suis posée aussi pas mal et on s'est posé aussi tous les deux plusieurs fois. Et alors, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Ça se trouve, dans quelques mois, je vais changer. Ma perception sera différente aussi. Et donc, quand j'étais dans cette école tantrique, c'était assez strict. Donc, dans ces cas-là, si c'est tantra, ça doit forcément venir des textes, de textes sacrés tantriques. Sinon, ce n'est pas le tantra, ce qui est totalement correct. Le yoga, d'ailleurs, le hatha yoga, c'est une pratique tantrique. Hein. Ça fait partie des pratiques tantriques, par exemple. Dans le tantra, il y a aussi l'astrologie, l'astronomie, la danse, l'art en Inde. D'ailleurs, ce fameux maître tantrique Abhinavagupta, il a aussi énormément écrit de bouquins sur l'art, sur le bhava, enfin, tout ce qui est relié à l'art en Inde en général. Donc, pour lui, il y avait une connexion entre le tantra et l'art. Juste petite parenthèse. Mais ce que je me rends compte aussi au fur et à mesure de mes pratiques et de ma propre exploration, c'est que le tantra est tellement vaste. Et le tantra, c'est une manière de vivre aussi. Donc, en gros, ça peut... Sur ce qu'il y a décrit dans les textes, il y a des centaines et des centaines d'années, le monde a tellement changé depuis ces centaines d'années-là. Donc, en gros, il va forcément y avoir une adaptation parce qu'on ne peut pas exactement faire comme ce qui était fait il y a des centaines d'années, quoi. Et donc, ce que je me rends compte aussi ces temps-ci, c'est que justement, le tantra, ça t'apprend à vivre différemment et à t'ouvrir. Et donc, dans ces cas-là, c'est quasiment tout ce que tu fais dans ta vie peut être
peut être fait d'une manière tantrique dans ces cas-là. Et ce ne sera pas écrit dans les textes, proprement dit. Mais c'est juste la manière de voir les choses et la manière de pratiquer qui va, quelle conscience tu vas apporter à travers ça, qui va faire que c'est quelque chose de tantrique. Donc, dans un sens, oui, j'aimerais bien que que le tantra ce soit juste par rapport à ce qu'il y a décrit dans les textes. Mais en même temps, si c'est ça le truc, c'est un peu bizarre parce que c'est très facile à se perdre dans ce monde-là aussi. Donc, si on n'a pas les bonnes bases, je pense que, ok, peut-être que le mieux, ça serait d'avoir les bonnes bases avec le soutien des textes au départ pour avoir vraiment la bonne compréhension de ce qu'est le tantra et ensuite, partant de là, adapter ça à ton monde d'aujourd'hui ou l'adapter ou l'intégrer, juste l'intégrer à comment tu vis ta vie. Donc ça, pour moi, ça serait toujours tantrique, mais ça sera un tantra pris des textes sacrés et amené de nos jours dans ces cas-là. Parce que de nos jours, il y a énormément de gens qui se disent tantra, prof de tantra, blablabla, blablabla, bla, 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 et qui en fait ne connaissent pas du tout l'origine du tantra, ne connaissent pas les textes, ne connaissent rien. Et donc, ils ont sûrement des enseignements qui sont très bons et qui peuvent apporter énormément de choses à énormément de gens. Mais de là à dire, est-ce que c'est vraiment intégré et tantrique à la base? Je ne sais pas. Et on se perd. Enfin, il y a toujours moyen de se perdre dans ce monde-là. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair, c'est très vaste et complexe Ouais. comme sujet par rapport à Tantra. Ouais. Mais moi, je me dis qu'au départ, je commençais à rentrer dans le monde du tantra. Je me dis, ok, ça, le but, c'est ça. Mais en même temps, j'avais une image de ce que c'était. Et plus j'avance dans ce monde du tantra, et plus je me rends compte qu'en fait, bah, ça s'étend et ça s'étend, et c'est encore beaucoup plus grand que ce que je pensais au départ. Donc même moi, là où j'en suis dans ma propre évolution, j'ai l'impression d'être encore une débutante dans ce monde du tantra aussi, quoi. C'est un monde infini, quoi. Donc je trouve que c'est impossible de tout connaître, mais c'est très dur. Et donc, je voulais parler de ces deux questions. Mais première question, parce que tu as dit que tu es aussi, dans ton biographie, tu disais que tu pratiques la danse indienne. Est-ce que tu peux parler de ça un peu? Quel type de danse indienne tu pratiques? Et aussi, quel est le lien avec le Tantra? Tu parlais d'Abhinavakulta, tu parlais de différents arts. Donc, est-ce que tu peux éclaircir sur ce point-là? Donc, je pratique la danse indienne. Donc, en Inde, il y a 8 danses classiques. Et donc, l'une d'entre elles s'appelle Odissi. Et donc, c'est celle-ci que je pratique depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Donc, c'est pour ça que je vais aussi en Inde tous les ans. C'est pour aller étudier avec ma prof là-bas. Et donc, pour moi, quand j'ai commencé cette pratique-là, c'était directement, j'étais là, ah mais ça c'est une pratique tantrique aussi. Mais en même temps, il y avait personne qui m'avait dit que c'était une pratique tantrique. Ça m'était pas apporté comme ça. Pour moi, ça m'était apporté d'une manière. Donc ça, c'est la danse des Devadasi, la danse qui était dansée il y a des centaines d'années dans les temples pour vénérer par les femmes. C'était donc une danse dévotionnelle et c'était ici pour vénérer en tant qu'offrande. Donc, dans les temples, il y a à chaque fois un dieu principal. Et donc, chaque matin et chaque soir, les femmes rentraient, donc les Devadasi venaient et venaient offrir leur danse. C'est une danse de dévotion envers ce dieu. Et donc, oui, c'était une pratique spirituelle dans ces cas-là. Mais ça ne m'était pas apporté comme étant une pratique tantrique. Mais la manière dont, justement, avec mon passé, j'avais déjà commencé le tantra avant ça. Donc, j'arrivais avec mon passé du tantra et donc, vu mes connaissances, j'étais là, ok, ça pour moi, c'est ma pratique tantrique. Donc, au fur et à mesure, ça s'est intégré là-dedans. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme comme je l'ai dit, le Hatha Yoga, c'est aussi une pratique tantrique. Parce que du coup, justement, dans le tantra,
on inclut le corps. On ne veut pas laisser mourir le corps. On est là pour en prendre soin parce qu'on voit le corps comme notre temple. Et c'est grâce à ça, plus on le garde en bonne santé, plus on va avoir de temps pour atteindre notre but, atteindre la libération. Donc, prendre soin du corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Hatha Yoga. Et donc, la danse aussi, on utilise notre corps, on les met donc, dans certaines positions qui, des fois, ressemblent à des yantras. Des yantras, c'est... Ouais, j'en ai juste un. Géométrie sacrée, par exemple, c'est ça? Pardon? Les yantras, c'est les géométries sacrées, c'est ça? Ouais, juste une minute, j'en ai un là. Okay. Donc, là, ça, c'est un yantra, par exemple. Ça, c'est le yantra d'une des déesses tantriques, Bhuvaneshwari. Donc, c'est la géométrie sacrée. Donc, c'est un petit peu ça, ce qu'on fait avec notre corps. On prend des angles spécifiques qui créent une sorte de yantra avec notre corps, donc qui crée une sorte d'énergie, de champ énergétique très spécial, en fait, à l'intérieur de nous, et qui peut nous aider à être plus connectés avec nous-mêmes, du coup, dans ces cas-là. Et aussi, ce qui se passe dans la danse, c'est donc maintenant, c'est plus devenu une danse, c'est pas retourné dans les temples, mais c'est plus en spectacle, un petit peu partout. Et donc, il y a besoin d'incarner certains dieux ou déesses dans ces temples-là, dans ces danses-là. Donc, dans ces performances, il y a plusieurs étapes aussi. En Odissi, par exemple, donc on commence toujours, il y a 5 étapes. La première, c'est Mangalacharan. Donc, c'est la première chorégraphie où on rentre sur le podium, sur la scène, et on vient offrir les fleurs donc à la deity, au dieu qui est connecté à cette danse-là, qui s'appelle Jagannath. Jagannath, c'est une des représentations de Krishna. Donc, on vient offrir ces fleurs-là, et en général, il y a une invocation de Ganesh pour la plupart du temps. Et Ganesh, c'est toujours un des dieux qu'on vénère au départ quand on veut commencer un projet, parce qu'il est là pour enlever un petit peu tous les obstacles et pour que ce soit plus facile dans le lancement de notre projet, par exemple. Donc, il y a ça. Après, il y a Botu. Ensuite, il y a la troisième chorégraphie. Bref, il y a Abhinaya. Abhinaya, c'est raconter une histoire dans ces cas-là. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est vraiment intéressant et qui est pour moi aussi relié à la spiritualité, c'est qu'on prend les textes sacrés, les Puranas, là où il y a toutes les histoires des dieux et déesses indiennes qui sont écrites, de la mythologie, parce que ces histoires-là sont en fait des histoires qui sont là pour transmettre des messages spirituels, où il y a des leçons à apprendre. Donc, on prend ces histoires-là et on les met en mouvement. C'est un petit peu du théâtre, en fait, de la danse-théâtre. Donc, des fois, on est en train d'incarner Shiva, des fois, on est en train d'incarner Krishna. Et donc là, on doit être en dehors du corps. C'est plus nous, dans notre corps limité, Ishvari, qui est là sur scène. On doit vraiment rentrer et être juste un vaisseau à travers le message qui doit être passé. Et donc, essayer d'incarner le plus possible ce dieu ou cette déesse à travers nous, à travers nos mouvements, à travers nos émotions. Parce que c'est un peu de la danse et du théâtre dans ces cas-là. Et enfin bref, le dernier stage la dernière chorégraphie à chaque fois avec laquelle on termine une performance, ça s'appelle moksha. Et donc moksha veut dire libération. Et donc ça, c'est aussi, donc je trouve ça super important aussi de voir que tout dans l'évolution même d'une performance de danse classique indienne, parce que honnêtement, je ne connais pas assez les autres danses classiques indiennes, mais peut-être qu'il y a les mêmes étapes, qu'à la fin,
il y a cet aspect de là maintenant, il y a la libération. Après tout ce procédé-là, on peut atteindre la libération. Oui. Bon, c'est très profond comme Mhm. différentes étapes et comment ça peut t'aider à transfigurer, transmuter Mhm. une C'est limite physique, voilà, quelque part. ouais, c'est beaucoup de travail, mais du coup, c'est pour ça que pour moi aussi, c'est une pratique tantrique, c'est que la plupart des voies spirituelles, elles ont leur Dieu et nous, pauvres pécheurs, qui nous sommes tellement inférieurs à Dieu. Alors que le tantra, pour le tantra, on est tous au même niveau. On est au même niveau que Dieu. Et donc, il y a cet aspect non duel, enfin, le tantra qui est connu de plus de nos jours, parce qu'il y a aussi des voies tantriques qui étaient aussi duelles, mais celle qui est la plus connue de nos jours et que tout le monde fait référence à, c'est une voie non duelle. Donc, il n'y a pas de différence entre Dieu et nous. Et nous sommes d'origine divine, d'origine supérieure. Et donc, à travers cette danse aussi, il y a cet aspect de non-dualité qui est inclus. Voilà. Et j'avais une question par rapport à ça, la danse Mhm. tantrique, danse Odyssée par exemple, et aussi Mhm. les pratiques tantriques. Comment ça t'a permis d'incarner ton être vraiment dans ce corps féminin, voilà. En tant que femme, comment toutes ces pratiques t'a aidé d'être Euh, Ishwari ou incarné Ishwari aujourd'hui? ok, bah, honnêtement, c'est toujours en travail. Hein. Petit à petit, je me sens de plus en plus intégrée et de plus en plus alignée avec moi-même, mais c'est toujours en travail. Mais oui, c'est sûr, pour moi, la danse, ça m'a énormément aidée parce que ce que je pouvais réaliser après avoir déjà... Quand j'ai commencé la danse, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'étais dans cette école tantrique en Thaïlande. Et, euh, et donc faire ces cours, donc c'était énormément de yoga, de méditation et de travail sur la sexualité dans cette école-là. Mais je trouvais qu'il me manquait quand même encore quelque chose pour moi au milieu de tous ces enseignements. On faisait 4 heures de yoga par jour. Enfin, c'était assez intense, quoi. Et donc, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait une partie de moi qui n'était pas comblée quand même dans tout ça. Et donc, je voulais inclure un côté encore plus féminin dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, OK, je vais aller en Inde, je vais voir un peu ce que j'y trouve. Et donc, j'ai découvert la danse classique indienne. C'était à cause de ça, parce que je recherchais une pratique spirituelle un peu plus féminine, ou du moins qui m'aide à intégrer un peu plus le féminin dans tout ça. Parce que des fois, oui, le yoga, c'est bien, on utilise différentes postures. La méditation, on est assis tout le temps dans la même position. Enfin la méditation que je faisais, pas les méditations de Osho. Mais bon, j'avais besoin de rechercher autre chose. Et donc pour moi, cette pratique-là, elle m'a vraiment aidée. Moi qui cherchais une pratique féminine, au final, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai commencé à m'entraîner d'une manière classique, du coup, enfin, avec ma prof, euh, ben, il y avait une pratique féminine là-dedans, mais waouh, c'était aussi super strict et il y avait beaucoup de discipline. C'était un peu, ma prof compare ça beaucoup à l'art martial, en fait, la manière dont on s'entraîne. Donc il y avait une partie très masculine aussi à l'intérieur. Donc, je ne m'attendais pas à tout ça. Et donc, pour moi, justement, cette pratique, elle m'a aidée à justement trouver l'équilibre entre mon masculin et mon féminin. Donc, pas avoir toujours le masculin très haut. Enfin, on a besoin des deux. Hein. On a tous le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que du coup, avec notre société qui est plus tendance masculine, on a tendance même en tant que femme à se perdre dans le côté masculin et de ne pas avoir intégré totalement le côté féminin dans tout ça. Et donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Si j'arrivais pas à combiner les deux et à balancer ces deux-là, euh, pour moi, j'aurais toujours une sensation de manque. Et donc, cette pratique-là, elle m'a vraiment aidée justement à essayer de trouver un petit peu plus mon équilibre entre le masculin et le féminin et à
à incorporer ça dans ma vie aussi. Ok. Et donc, lié avec ça, j'ai une question. C'est, je vois que tu lances une formation en ligne pour les femmes qui s'appelle les saveurs féminines. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? Qu'est-ce que tu apportes dans cette formation en ligne? Oui. Alors oui, c'est juste été lancé hier. Et donc, ça a commencé le 9 mai. Et oui, pour moi, c'est vraiment un cours qui me tient très à cœur parce que justement, exactement comme ce que je t'ai dit, quoi. Comme ne pas avoir été capable d'intégrer mon côté féminin pendant toutes ces années et il y avait cette sensation de manque qui était là. Du coup, il y a une sorte de répression du féminin où on a tous une idée, ah, la femme devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Et on a tous des stéréotypes de comment devrait être la femme. En fait, il faudrait juste enlever tout ça, changer notre vision du féminin et justement euh, aller voir avec cette approche tantrique donc du féminin, donc qui est Shakti, qui est représenté par Shakti et qui est immense, où il y a tellement de différentes nuances à l'intérieur. Et donc c'est ça qui est un petit peu complexe, qui est facile aussi à se perdre, mais c'est la magie aussi du féminin et d'être une femme. En étant femme, on a plus de facilité à raisonner avec cette énergie féminine, et donc avec Shakti. Et donc, le devoir d'aller explorer toutes ces nuances et toutes ces différentes facettes qui sont là à l'intérieur de nous, en fait, normalement, à l'état naturel, elles sont là. Mais en fait, à cause de notre société, trop stéréotypée, on a enlevé plein de facettes, on ne les a pas intégrées, elles sont totalement disparues. Donc c'est ça, tant qu'on n'aura pas intégré tout ça et accepté que le féminin, il peut être parfois chaotique, il peut être parfois sauvage, il peut être vraiment très centré. Elle peut être aussi très centrée dans le cœur, par exemple. Donc il y a énormément de facettes féminines qui sont là à explorer et forcément à être intégrées en tant que femme si on veut se sentir épanouie, comblée, heureuse, si on veut avoir cet aspect magnétique autour de nous, si on veut attirer le bon partenaire, si on veut être aligné avec nos valeurs, il faut aussi avoir intégré toutes ces différentes facettes là à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que je propose dans cet atelier. Donc on peut pas explorer toutes les facettes du féminin, c'est pas possible, mais on va en explorer quelques-unes. Donc c'est un cours en ligne que je propose sur 6 semaines, donc une séance live sur Zoom chaque semaine, avec un accès à un groupe Facebook, avec des pratiques, des exercices et des techniques à faire tous les jours ou régulièrement, enfin ce que vous pouvez. Et donc on va explorer ces différentes facettes du féminin à travers le système des chakras et donc leur connexion aussi avec les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et aussi, on va compléter ce travail-là avec un travail sur les archétypes. Et donc tout ça aussi, c'est basé sur des connaissances tantriques et des enseignements tantriques et mes propres découvertes au fur et à mesure de mon chemin. Donc il y aura des rituels, il y aura plein de différentes pratiques. Et pour moi, je vais essayer de faire pas juste un cours où on est vraiment tout seul chez nous. Enfin, c'est sûr, c'est en live, c'est sur Zoom. Mais je veux vraiment créer cette énergie de cercle de femmes qui est là et qui on se fait miroir les unes aux autres et on apprend aussi l'une de l'autre. Donc ça sera tout ça. Donc ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite. Ouais, pas de limite d'âge, juste pour les femmes, pour ce cours-là. Mais tous les âges, toutes les orientations sexuelles, il n'y a pas de limitation avec ça. Même ça dépend de votre niveau d'évolution. Enfin, si vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous-même ou pas,
pour moi, ce genre de pratique, à chaque fois que je l'ai fait et je l'ai refait, ça m'aide à approfondir et à intégrer de plus en plus tout ça à l'intérieur de moi. Donc, je suis persuadée que ça peut apporter quelque chose pour tout le monde. Et ces cours en ligne, quand tu dis live, est-ce qu'il y a que des théories ou vous allez faire des pratiques ensemble aussi? Il y aura aussi des pratiques ensemble, il y aura des rituels aussi. Donc, il y aura des pratiques qu'on fera tous ensemble et aussi des pratiques que je donnerai à faire chez elle, donc pendant la semaine. D'accord, donc il y a une sorte de discipline à maintenir quelque part. Oh, bah, c'est mieux. Si on veut vraiment aller profondément et puis travailler sur soi, c'est mieux. C'est pas juste regarder la vidéo et puis après oublier tout ce que j'ai dit. C'est justement dans la semaine, essayer de faire ce travail d'intégration de tout ce qui a été partagé et observer sa vie par rapport au thème de la semaine, par exemple. Et où on peut trouver toutes les informations concernant cette formation et aussi par rapport à toi? Ok. Vous pouvez aller sur mon site internet, donc ishvaritantra.com. Donc, vous allez retrouver la page pour le cours en ligne, donc saveur féminine, et puis aussi tous les autres ateliers que je fais. Tour de la sexualité en conscience. Donc, il y a des stages mixtes, et il y a aussi des stages juste pour femmes. Donc, vous pourrez un peu trouver tout ce qui se trouve là, tout ce qui est possible pour moi sur mon site web. Donc, je vais mettre toutes ces infos dans les sommaires de vidéo. Quelque part, je mettrai tous les infos par rapport à Ishvari, le site internet, sa page Facebook, aussi Instagram, si tu souhaites. Mon Instagram a été bloqué, il est toujours bloqué. Donc, je ne sais pas trop sur Instagram ces temps-ci, mais Facebook, oui. Est-ce que tu vas faire des stages en personne en France ou en Espagne? Est-ce que tu as des projets comme ça Oui. Bah là, j'avais beaucoup de stages prévus pour ce printemps, mais bon, ils sont tous reportés à l'automne. Donc, à partir de cet automne, quasiment tous les week-ends, j'ai un stage en France, principalement en France, en Belgique aussi. Donc, vous pouvez retrouver toutes les dates aussi sur mon site internet. Et on en aura un, j'espère. Chaco, on est censé en donner un à la fin du mois qui va être annulé, mais on va le reporter à une autre date aussi. J'ai une question pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as une petite pratique inspirée du Tantra qu'ils peuvent faire facilement chez eux voilà. Ok. Pour les hommes et les femmes, ça peut être une pratique commune et générale. Eh bien, alors ça c'est pareil, ça va peut-être pas parler à tout le monde au départ, parce que comme je te l'avais dit aussi, moi au départ j'étais là, dès qu'on me parlait de Dieu, c'était là, wow, ça me va pas, je connais pas, j'aime pas. Bon là maintenant, bien sûr, ça a totalement changé. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne énormément et avec lequel je connecte beaucoup, mais je sais bien que peut-être que pour certaines personnes, ça va pas être, c'est peut-être pas une pratique facile à faire. C'est donc de créer un petit hôtel. Quand je vois que tu en as un derrière, moi j'ai le mien qui est là. Et donc pour moi, ça m'aide à allumer une petite bougie en fait tous les jours, comme un symbole. S'asseoir devant, donc mettre, peu importe, ça pas forcément des choses tantriques spécialement dessus, mais des choses qui pour vous ont une connexion avec quelque chose de sacré et qui vous aident à vous connecter avec vous-même. Et donc, juste vous asseoir et juste fermer les yeux et méditer en face de cet hôtel tous les jours. Ça va vous aider du coup à vous reconnecter avec cet aspect sacré. L'hôtel représente quelque chose de sacré qui est là, mais à l'extérieur de vous. Mais grâce à ça, essayez de
de ressentir cet aspect sacré qui est là déjà naturellement en fait à l'intérieur de nous et qu'on a tendance à oublier. Donc pour moi aussi, faire la gestion, allumer une bougie et offrir une bougie tous les jours à l'hôtel, c'est comme si je m'offrais moi-même cette lumière. Et c'est pas comme si j'offrais cette lumière-là à la déesse Kali ou Tripura Sundari. C'est ok, je l'offre à Tripura Sundari, mais aussi elle est à l'intérieur de moi. Donc je m'offre moi-même cette bougie. Donc pour moi, juste prendre un petit moment chaque jour à m'asseoir devant mon hôtel et à fermer les yeux et à essayer de ressentir cet aspect non duel. C'est une pratique très tantrique et qui fonctionne pour moi. Donc à voir si pour certains ça peut fonctionner ou quoi. Ok, merci. C'est une pratique très simple, je peux reconnaître. Très simple, mais pas facile à faire hein, des fois. Déjà bien avancé, on va dire. Ok, merci. Donc, Merci, Tiago. merci d'avoir partagé tout ce que tu viens de dévoiler un petit peu ton voyage tantrique. On aurait pu continuer, hein, donc il y aura bien sûr dans les mois qui viennent une deuxième partie, un part 2 de ça. J'ai énormément de questions. Il y a bien sûr un besoin d'aller plus profond sur l'aspect tantrique, les liens avec yoga. Donc, Avec grand plaisir. là, on va pour encore échanger sur ça. Donc, merci Ishori encore pour ton temps. Et... Merci, Tiago.